suis désolé, à 1 million, t'es pas riche, t'es bien, t'es à l'aise financièrement. C'est sûr que t'es beaucoup plus confortable qu'une personne qui est zéro, qui a découvert la fin du mois. Ouais. Mais quand t'as 1 million, tu n'es pas riche. Sur les podcasts, on rentre dans le vif du sujet. Faut démarrer dans le vif du sujet. Ok. Pierre, il y a un vrai débat sur internet, je sais pas si tu es au courant, je sais pas si tu as vu traîner ça sur les forums, je sais même pas si on dit encore forum aujourd'hui en 2023, c'est la liberté financière. Les gens savent pas s'accorder sur qu'est-ce que c'est la liberté financière. C'est quoi ta définition? C'est un concept qui est un peu vieilli, liberté financière, t'entendais ça sur les blogs YouTube, sur les blogs sur internet il y a 10 ans. Maintenant c'est vrai que tout le monde en a parlé, reparlé, ça devient un petit peu un terme un petit peu marketing, on sait plus trop ce que ça veut dire. Ça englobe, ouais. En gros, c'est quoi ma définition de la liberté financière? C'est que tu n'as plus besoin d'aller faire un boulot au final qui ne te plaît pas. Tu bosses pour un patron, tu ne peux pas poser tes congés quand tu as envie de le faire, tu ne peux pas partir en voyage. Enfin, toutes les choses en fait où le problème du salariat ou le fait d'être bloqué à un endroit, c'est que tu n'as pas de liberté, quoi. Tu ne peux pas bouger. Donc la liberté financière, ça peut être le fait de pouvoir, liberté géographique, pouvoir aller où tu veux quand tu veux, parce que tu peux avoir de l'argent mais être bloqué. C'est de pouvoir avoir de la liberté de temps, si tu veux passer du temps avec ta famille, avec tes enfants, avec tes amis. Et c'est aussi avoir la liberté de ne pas regarder les prix quand tu vas faire tes courses au supermarché, enfin ces choses-là. Après, c'est ce que je dirais, une personne qui est libre financièrement, c'est une personne qui arrête de se poser ces questions-là et qui n'a plus vraiment de contraintes d'être attachée à un endroit, à un emploi et qui peut faire ce qu'elle veut. Donc certaines personnes auront besoin de 1 500 €, d'autres 2 000 €, d'autres 3 000, ça dépend un peu du mode de vie de chacun. Mais être libre financièrement, c'est ça, c'est pas un truc de fou, tu vas rouler en Lamborghini, ton hélicoptère qui t'attend sur ton yacht en mode Dalbizerian, enfin tu vois. Complètement. Et pourtant, quand aujourd'hui tu penses à indépendance financière ou liberté financière, t'imagines ça un peu. Et on voit beaucoup ça sur internet d'ailleurs. Les grosses bagnoles, le truc, le machin, le gros lifestyle à Dubaï, quoi. Alors t'imagines ça maintenant parce que ce qui s'est passé, c'est que maintenant il y a un marketing qui est de plus en plus agressif. Au début, sur internet, tu avais des personnes qui disaient comment, entre guillemets, vivre un petit peu de son blog, etc. Puis après, tu en as un deuxième qui est arrivé en disant ouais, mais moi je vis de mon blog, mais en même temps je me loue une baraque de rêve. Et puis l'autre, en fait, il a surenchéri, il dit ouais, mais moi j'ai une baraque de rêve, mais j'ai mis une Lambo devant. Puis après, l'autre, il a dit ouais, mais en fait, moi j'ai pas une Lambo, moi j'ai aussi un yacht. Et puis après, c'est à qui cela raconte le plus? Donc les montres à Dubaï, puis mon nouveau penthouse qui vaut 100 millions. En gros, c'est le concours de qui a la plus grosse quéquette dans les marketeurs internet, tu vois. Ouais. Et il y a des gens qui vont être attirés par ça. C'est une cible de clientèle qui va être attirée par ça. Maintenant, je ne pense pas que ça englobe la majorité des gens. Il y a beaucoup de gens, moi quand j'en parle avec eux, justement des gens qui regardent ma chaîne YouTube, ils me disent nous en fait ça nous saoule un petit peu ce genre de marketing, entre guillemets de la surenchère. Ouais. Et donc on préfère avoir des conseils un petit peu plus pratiques. Maintenant avec ça tu vas faire de la vue, tu vas faire du clic, mais on tombe dans le syndrome de l'instagrammeuse qui va montrer son cul et qui va avoir plein de likes et qui va dire ouais tout le monde m'aime. En fait non, c'est pas que les gens t'aiment, c'est juste que les gens ils ont cliqué pour voir ton boule en fait. Donc, exactement. Mais au final demain t'arrêtes de poster, tout le monde s'en fout quoi. Donc tu crées pas vraiment une vraie relation. C'est les gens veulent de l'instantané, du trash. On est en train de faire dans le marketing en ligne du touche pas à mon poste, tu vois. Oui, là, je suis tombé sur une vidéo dernièrement d'une nana qui vendait l'eau de son bain, puis elle était sur le plateau télé, t'as vu, wesh ma gueule, ferme ta gueule, me parle pas comme ça. Et ça, les gens aiment, ça fait du buzz, ça fait du clash. Mais derrière, est-ce que ça t'apporte quelque chose de concret? Pas spécialement. Donc voilà. Voilà pourquoi on est tombé dans ce marketing un petit peu bling bling. Les gens veulent de l'attention immédiate, quoi. Capter l'attention. Mais j'aimerais qu'on parle un peu du mythe autour de la richesse. Qu'est-ce que c'est d'être vraiment millionnaire, d'être vraiment riche? On le spécule. J'en rêvais quand j'étais gosse, on s'imagine les hélicos, le jet privé, le machin. Mais en fait, beaucoup de gens imaginent ce que c'est que d'être riche, mais je pense qu'ils n'arrivent même pas à imaginer ce que c'est vraiment d'avoir plusieurs centaines de milliers d'euros sur leur compte en banque et quel train de vie ça t'amène, mais aussi quelles concessions ça amène de devenir vraiment riche, de devenir un millionnaire. C'est quoi, toi, les mythes que tu as cassés en le devenant sur le chemin? Déjà, en fait, quand tu es millionnaire, je suis désolé, je vais dire une phrase qui choque un peu, mais quand tu es millionnaire, tu es pauvre. Tu as 1 million, tu n'es pas riche. Je suis désolé, à 1 million, tu n'es pas riche. Tu es bien, tu es à l'aise financièrement. C'est sûr que tu es beaucoup plus confortable qu'une personne qui est zéro, qui a découvert la fin du mois. Ouais. Mais quand tu as 1 million, tu n'es pas riche. Pourquoi? Tu as 1 million, tu veux t'acheter une baraque, admettons, sur la Côte d'Azur. Une baraque sur la Côte d'Azur, ça vaut 700 000, 800 000 euros. Okay. Exactement. Et donc, ensuite, donc il te reste 200 000.
avec 200 000 euros, imaginons que tu commences à dépenser cet argent, tu ne vis pas jusqu'à la fin de ta vie, tu ne peux pas subvenir aux besoins de ta famille et arrêter de travailler. En fait, tu ne vas pas partir en vacances. Admettons que tu dépenses 50 000 euros par an pour une famille, ben, au bout de 4 ans, tu as tout cramé. Exactement. Donc avec 1 million, tu n'es pas riche. Avec 1 million, tu es confortable, mais les gens, ils se disent aujourd'hui, ouais, être millionnaire, c'est un truc de fou et tout. Non, en fait, si tu veux... Pour considérer que tu commences à être riche, moi je pense qu'il faut avoir un patrimoine d'à peu près 3,5 millions. 3,5 millions. Il n'y avait pas un truc, il n'y avait pas un chiffre où à partir du moment où tu réinvestissais tous les ans, ça générait suffisamment pour que tu puisses vivre avec. C'est des mathématiques, mais si tu as par exemple 3,5 millions, tu places cet argent, tu vas toucher des intérêts. Ces intérêts, la plupart des gens ils disent ouais, je peux retirer les intérêts. Non, tu ne peux pas juste retirer les intérêts parce que tu as de l'inflation. Donc si tu as par exemple 3,5 millions, il faut faire en sorte que ton patrimoine ne bouge pas et que tu ne peux récupérer que les intérêts au-dessus de l'inflation. Donc finalement, il faut des sommes importantes, conséquentes, si tu veux te dire je ne vis que de mon capital. Et la plupart des gens qui sont en dessous de ça, en dessous de 3,5 millions à peu près, c'est le chiffre que j'ai estimé, continuent de travailler. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, s'ils continuent à dépenser leur capital, ils vont se retrouver... Ils flambent tout. Ils flambent tout. Et ça paraît fou parce que beaucoup de gens se disent je comprends pas comment quand tu as des millions, tu peux finir ruiné. Regarde tous les gagnants du loto, regarde tous les gens qui jouent au basket qui finissent ruinés, regarde tous les chanteurs qui ont touché des millions qui finissent ruinés. Benjamin Castaldi, c'est un bon exemple. Il a gagné des millions, il a fait des mauvais investissements. Et surtout, les gens qui gagnent de l'argent, j'ai remarqué une chose, c'est que l'argent rend con. L'argent rend vraiment stupide, surtout quand tu l'as gagné par toi-même, parce que tu as l'impression, par exemple quand tu as fait ton premier million, que tu es plus intelligent que les autres, parce que tu as eu du succès, tu as gagné de l'argent rapidement. Et donc les gens développent une certaine forme de melon en se disant tout ce que je touche, je le transforme en or. Ouais. Et puis c'est là qu'ils vont commencer à faire des investissements un petit peu à la con. Voilà, ils vont perdre de l'argent, ils vont mettre trop d'argent par exemple dans les cryptos, ils vont faire de mauvais investissements en bourse, ils vont faire de mauvais investissements immobiliers. Ils vont faire aussi de mauvaises rencontres, peut-être un partenaire qui va les arnaquer, peut-être qu'ils vont se marier avec quelqu'un qui va divorcer, ils vont tout perdre. Ah oui, donc, on n'a pas parlé de ça, mais 1 million, un divorce, 500 000 déjà. Déjà, ouais, ça coûte pour ça moins cher. Tu auras probablement moins que 500 000, parce qu'après, tout ce que ça va te coûter, avec les papiers, les machins, les trucs, ça va déjà te saigner très fort. Et est-ce qu'il y a des mythes, des trucs qui vraiment, toi, t'ont marqué parce que... moi, il y a des choses vraiment qui m'ont marqué où je pensais que effectivement tu avais tué le boss final et que tu étais arrivé au bout. Aujourd'hui, tu as dépassé du coup ce stade des 3,5 millions, ces fameux 3,5 millions. Tu vis bien, alors, bien évidemment, tu vis à Airbnb, tu vis à l'hôtel, etc. Ce qui pourrait paraître pour tout le monde assez incroyable. On pourrait dire que tu es toujours en vacances et pour autant, t'es pas en mode no limit, t'es pas en mode illimité. Je suis pas en mode no limit parce que déjà jet privé. Ça coûte un bras. C'est pas dans mes moyens. Non, mais c'est vrai, c'est pas dans mes moyens. Tu veux t'acheter un jet privé, ça va te coûter plusieurs millions. Parlons-en. Dis aux gens et explique-leur que les trains de vie qu'ils voient des gens Instagram à Dubaï, c'est des trains de vie de milliardaires et c'est des trains de vie que ces gens-là ne peuvent pas assumer. Le jet privé, pour moi, il faut que tu sois à 30 millions. Voilà, pour commencer à dire, voilà, je voyage en jet privé, c'est intéressant. Bon, après, il y a aussi l'image que les gens s'en font. Je ne sais pas si vous êtes déjà monté dans un petit avion. Moi, j'ai fait un petit peu de pilotage de petit avion. Quand vous êtes dans des petits avions, en fait, ça secoue, vous êtes malade. Et c'est pas confortable, en fait. Vous avez déjà si le jet il est trop petit, c'est même pas intéressant. Ah non, mais par exemple, quand tu prends des vols inter-Europe, tu prends des petits Boeing. Et quand il y a des turbulences, moi je prends tout le temps l'avion, tu vois qu'en fait les avions bougent beaucoup. Par contre, quand tu prends un vol transatlantique, donc tu as des gros Airbus A380, tu n'as aucune turbulence. Donc plus l'avion est gros, plus l'avion est large, moins tu as de turbulence. Donc être dans un jet, c'est pas très confortable. En plus, c'est pas très bien vu en ce moment parce que tu pollues, kérosène, etc. Donc tu vas te faire un petit peu tacler. Tu avais vu ce compte Twitter qui suivait le jet privé de Xavier Niel? Oui, j'ai vu Bernard Arnault, j'avais vu Bernard Arnault, et derrière il se fait pourrir sur les réseaux sociaux. Alors après, pour moi, les histoires de jet privé, les gens qui disent voilà, moi mon rêve c'est d'avoir un jet privé pour après me la raconter sur Instagram, je trouve que c'est un peu con. Pour moi, le jet privé doit avoir qu'une seule utilité, c'est t'es businessman, tu as une valeur horaire. Tu sais que par exemple un mec comme Bernard Arnault, peut-être qu'il va générer 1 million de l'heure ou 2 millions de l'heure. Le fait de prendre un jet privé, ça va lui coûter 60 000 € de l'heure. Okay, donc s'il arrive à gagner 3 heures en prenant un vol en jet privé, il va gagner de l'argent parce que sa valeur horaire est plus importante que le coût qui va passer dans les transports. Déjà là, tu as perdu 50% de l'audience. Est-ce que tu en es conscient ou pas?
Alors on espère que vous êtes une audience intelligente et qualifiée, parce qu'il y a plein de gens qui comprennent ça, qui comprennent pas Ah, ça. la valeur, ouais, en fait si tu veux, pour ça, voilà. Ce truc de dépenser de l'argent et de gagner de l'argent pour en dépenser. Genre par exemple, moi je me souviens, tu vois, croyance populaire de fou. Moi tu sais bien, je viens d'une famille tout à fait normale. Mes deux parents bossent, etc. On bosse toute leur vie, on fait un minimum d'études. Et ma mère ne comprend pas, par exemple, que je prenne du personnel de maison. Ne comprenne pas que je prenne une femme de ménage. Ne comprenne pas parce qu'elle me dit mais attends, mais t'as vu, ça a un coût. Et puis tu peux le faire toi-même, c'est pas si compliqué, c'est pas si long. Oui. Genre faire la cuisine, etc. Tu vois. Et moi, Ah je oui. lui dis maman, tu sais, si je passe 1 heure à préparer à manger, c'est 1 heure que je passe pas à bosser. Et est-ce que tu sais combien je... Mais non, mais si maman, en fait, concrètement, si je vends à l'heure en moyenne entre 200 et 400 balles de l'heure, je veux dire autant que je vends d'une heure de consulting et que je fasse un truc qui me fasse kiffer, plutôt que je fasse à manger alors que je prends pas de plaisir là-dedans, tu vois. Ok, mais alors moi je vais pousser le raisonnement plus loin parce que allons dans le sens de ta mère qui te dit bon pourquoi tu fais pas les choses, pourquoi tu fais pas tout toi-même. Pourquoi ta mère fait pas pousser ses tomates? C'est vrai, pourquoi est-ce qu'elle élève pas ses poulets pour faire cuire son steak? Puis pourquoi est-ce qu'elle produit pas son électricité? Pourquoi est-ce qu'elle va pas chercher l'eau au puits? Elle paye. Donc il y a des services où en fait ça lui paraît normal en fait de te payer pour déléguer, parce que tu délègues finalement quand tu achètes des tomates, tu fais quoi? Quelque part tu délègues à un mec pour qu'il fasse pousser tes tomates pour que tu puisses les manger derrière. C'est la même chose que tu fais. Donc pourquoi est-ce que tu vas le faire sur des choses de la vie courante? Et pourquoi est-ce que tu vas pas le faire sur du ménage, sur des choses qui peuvent t'apporter du confort quoi. Complètement. Et du temps, du gain de temps. Et aussi, au-delà du gain de temps, ce que les gens valorisent très mal, c'est l'énergie que tu as. Le temps de disponibilité mentale. Ouais, l'énergie que tu as en tant qu'entrepreneur, parce que tu vas te lever le matin, des fois tu as plus la motivation que d'autres jours. Si tu te tapes du ménage, que tu te tapes toi-même ton déménagement, que tu te tapes toi-même tes rénovations, en fait ta jauge d'énergie, tu vas la cramer par exemple pendant 1 mois, 2 mois, mais après pendant 1 mois ou 2, tu n'as plus envie de bosser, donc tu ne produis plus rien. Donc il faut faire vachement attention à son niveau d'énergie, surtout quand on est entrepreneur, on n'a pas un patron qui nous dit il faut travailler telle heure et telle heure et telle heure, donc toutes ces choses-là évidemment, il faut les déléguer au maximum. Après, est-ce que ça veut dire que tu ne vas plus jamais toucher, genre tu fais tomber ta tartine par terre et tu finis comme l'autre là, salut à toi jeune entrepreneur, nettoie-moi ma tartine. Non, tu vas la ramasser, tu vois, ton bout de pain, tu vas pas non plus. Il y a toujours. Il y a un juste milieu entre les deux. Mais évidemment, tu essaies de gagner du temps au maximum en essayant d'externaliser ces choses-là. Dans tous les cas, je me suis rendu compte que, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens qui sont nés avec de l'argent, ou qui avaient beaucoup d'argent, ou qui étaient des gens de famille riches, et qui avaient une relation très différente, notamment ici en République dominicaine, tu vois, et beaucoup de gens ont du personnel, c'est normal d'avoir du personnel. Et j'ai vu que les gens qui avaient gagné leur argent par eux-mêmes avaient beaucoup plus de respect envers les gens, envers le personnel, envers le service, plutôt que les gens qui sont nés là-dedans, tu vois. Et moi, typiquement, par exemple, à des tailles de fou, mais j'ai ma cuisinière, je lui envoie toujours un message pour le remercier qu'elle m'a fait à manger, tu vois. Et à chaque fois, ça l'étonne. Parce que c'était trop bon, tu vois, et tu sais qu'elle a mis de l'amour dedans, tu sais qu'elle l'a fait avec envie. Et bref, c'est comme ça que je suis, tu vois. Effectivement, je vais pas... j'ai vu des trucs qui sont assez fous où le mec, effectivement, fait tomber sa tartine et lui dit ramasse-la s'il te plaît, tu vois. Moi, mon grand-père m'a toujours appris cette chose-là. Il m'a dit, tu vois, quand tu grandiras plus tard, moi j'étais gamin, il me racontait ça et tout. Et il me dit, quand tu seras plus grand, sois toujours extrêmement poli avec la personne qui a une position hiérarchique inférieure à la tienne. Par exemple, le gardien de l'immeuble, la dame qui vient faire le ménage chez toi. Il dit il faut toujours que tu sois extrêmement poli avec ces gens-là. Vraiment, tu n'oublies jamais de leur dire bonjour, tu n'oublies jamais de leur dire merci, tu n'oublies jamais d'avoir un petit mot, un petit chocolat ou des petites étreintes pour Noël, etc. Par contre, il me dit tu peux te permettre, avec un mec qui est plus haut que toi dans la hiérarchie, de ne pas être poli. Toujours sois poli en fait avec les gens qui sont entre guillemets inférieurs hiérarchiquement par rapport à toi. Pourquoi? Parce que tu auras toujours besoin de ces gens-là. Tu auras toujours besoin de ces gens-là. Tu n'es pas poli avec ta gardienne. Un jour, imaginons, tu paumes tes clés. Et tu as été un con. Ouais, tu n'as pas été sympa ou la personne, tu l'as vexée. Le jour où tu as besoin de cette personne, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, la personne ne va pas pour t'aider, donc tu vas te trouver comme un imbécile. Donc les gens, en fait, tu as toujours besoin d'un coup de main, tu as toujours besoin des gens à un moment donné dans la vie. Si un jour tu as un problème, tu ne vas pas appeler ton boss en fait, pour qu'il vienne t'aider. Mais dans tous les cas... Donc, il y a plus d'intérêt si tu veux être toujours poli. Enfin, moi, c'est que m'a appris mon grand-père, tu auras toujours plus besoin entre guillemets des petites mains sans vouloir être péjoratif, mais que des gens qui sont au-dessus de toi, parce que en fait ils feront rien pour toi quoi. Dans tous les cas, moi je me suis rendu compte que si t'es pas humain à un moment donné dans la relation que t'as avec les autres, peu importe, ça finira par te retomber en pleine gueule quoi.
Et il y a des études, des tests qui ont été faits par rapport à ça, c'est-à-dire des chefs d'entreprise, donc il y avait des entreprises qui manageaient tout depuis le siège, ils n'allaient jamais en entreprise. Et moi, en fait, voilà, j'ai bossé dans des banques, etc. Et j'ai vu aussi les salariés, ouais, les autres, notamment les gens qui bossaient au guichet, tu vois, dans les banques. Ouais, regarde, ils sont au management, ils sont dans leur tour, ils nous disent de faire ça, telle règle à la con, et nous, voilà, ils se rendent pas compte sur le terrain, et ils savent pas ce que... Et donc, à partir du moment où tu crées une distance entre les gens qui bossent en hiérarchie et les gens du bas, ça va créer des tensions. Il suffit de regarder ce qui se passe, Macron et les retraites. Le mec, il est là-bas à l'Élysée, il donne ses directives, il discute avec personne. Forcément, les gens, après, ils sont énervés, ils cassent tout. Et il y a un gars qui a décidé dans son entreprise, alors j'ai plus le nom de l'entreprise, etc., mais de tous les jours, aller voir chaque personne de l'entreprise, d'aller dire bonjour, d'aller serrer la main à ses employés. Et en fait, ça fait exploser la productivité de l'entreprise parce que les gens ne travaillent pas. Tu ne peux pas motiver une personne à travailler juste par l'argent. Ça ne suffit pas. Il faut que la personne, tu écoutes les gens dans les entreprises, ils ne veulent pas forcément être plus payés. Bon, évidemment, tu leur donnes plus de thunes, ils sont contents. Okay. Mais voilà, buenos dias. Et donc tu. Il n'y a pas de reconnaissance. Ouais, ils veulent les gens, ce qu'ils veulent, c'est de la reconnaissance. Il n'y a rien de pire que tu bosses dans une entreprise et ton patron, il te traite comme un moins que rien, il te respecte pas, il te met des bâtons dans les roues. T'as pas envie de bosser. Ça te coupe toute motivation. Et ça, la reconnaissance, être gentil, être poli avec les gens, c'est gratuit. Ça coûte rien. Donc autant le faire, tu vois. Reprenons sur notre sujet de la liberté financière. Moi, de ce que j'ai compris, Pierre, notamment avec mon expérience, mais aussi avec les discussions qu'on a pu avoir ensemble, il y a 2 grosses étapes. La première étape, c'est d'avoir un business à cash flow positif et tant qu'à faire le plus gros pourcentage de cash flow potentiel d'un côté et les bons investissements de l'autre. Si tu es smart à ces 2 niveaux-là, tu te crées un patrimoine suffisamment gros pour pouvoir atteindre cette fameuse liberté financière. Ouais. Business à cash flow, donc de ton côté, toi, ça a été l'immobilier et la formation en ligne. Est-ce que tu valides un peu cette théorie? Est-ce que tu penses qu'en 2023, c'est toujours réel et c'est toujours ce qu'il faut faire? Alors, moi, en fait, il faut procéder par étapes. C'est-à-dire que les gens veulent aller trop vite. Les gens veulent devenir indépendants financièrement. Les gens veulent devenir millionnaires. C'est une connerie. Il ne faut pas viser aussi haut. Moi, j'ai toujours dit, il faut découper ton objectif en petites tranches, d'accord? Ok, je sais pas, tu as du pain de mie, tu vas pas bouffer le pain de mie, tu vas pas l'enfiler d'un coup dans ta gueule, quoi, tu vois. Tu vas le faire tranche par tranche. Après, t'es là, ton pain de mie là, non, tu vas le manger tranche par tranche et même tu vas pas mettre la tranche entière dans ta bouche, quoi. Là, non, tu coupes petit bout par petit bout. Donc, je pars du principe qu'il faut se fixer des paliers. C'est-à-dire que sur Internet, la plupart des gens, ils sont bloqués et je vois, il y a plein de gens qui m'écrivent en disant « Ouais, je regarde tes vidéos, c'est cool et tout, machin, mais j'arrive pas à atteindre mes objectifs. » Le problème, c'est qu'ils se fixent la barre trop. Moi, je dis « Commence par gagner tes 10 premiers euros. » C'est con, hein, tes 10 premiers euros en ligne. Encaisse 10 euros sur ton compte bancaire en ligne. Mais fais-le. Au lieu d'avoir 0, fais 10 euros. Alors tu vas me dire, je ne vais pas me faire chier pour 10 euros. Si, fais-le. Gagne tes 10 premiers euros. Même chose dans l'immobilier. Gagne tes 50 premiers euros. C'est très simple. Tu prends ton appartement que tu as sur Airbnb ou une chambre que tu as dans un appartement. Tu loues une nuit. Tu crées déjà, ça va faire en sorte que tu as créé ton compte Airbnb. Ça va faire en sorte que tu as connecté ton compte bancaire. Ça va faire en sorte que tu as pris des photos de ton logement, que tu as rédigé une description et tu encaisses tes 50 premiers euros. Et au bout du moment où tu te dis, mais attends, si j'ai pu encaisser 50 balles, je peux encaisser 500 balles. Ouais, tu crées des clics en fait. Mais tu démarres en fait, tu commences par la première étape. Mais les gens ils sont là, ouais, non mais moi je veux déjà gagner 2000 euros, 3000 euros par mois, minimum, puis je veux être millionnaire sinon ça ne m'intéresse pas. Non, commence petit à petit. Et moi en fait, à partir du moment où quelqu'un me propose une nouvelle source de revenus, ben, je vais la prendre. Je vais te dire, une source de revenus que j'ai mis en place qui est automatisée, j'utilise toujours moi au quotidien des cartes bancaires pour avoir du cashback, etc. J'ai des cartes bancaires américaines. Je touche à peu près 3% de cashback sur tout ce que j'achète. Quand je dépense 100 $, on me recrédite 3 $. Et je me suis dit comment je peux optimiser ça encore plus. Et tu as des applications de cashback. Donc en gros, tu passes par un site internet. Je veux acheter un truc sur Amazon ou je veux acheter un truc sur… Ouais, tu fais ça? Voilà, je passe par cette application de cashback qui se connecte au site. Et en fait, ils vont me reverser 2 ou 3%. Bon, en gros, c'est de l'affiliation. Eux, ils touchent une commission de 10% et ils me reversent
la moitié, quoi. Voilà. Genre IGRA, ce genre de choses. Voilà, c'est ça. Et j'ai fait ça. Et en fait, cette application, j'en ai parlé un petit peu vite fait sur mon Telegram parce que c'est un truc que j'utilise. J'en ai parlé un peu sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, par les trucs de parrainage, etc., ça me rapporte 150 € par mois. De façon récurrente, parce que les gens continuent à acheter, je touche un pourcentage sur ce que les gens achètent sans que ça change de prix pour eux. Bah, c'est tout bête, mais c'est une petite source de revenus supplémentaire. Mais mis bout à bout, ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah, en fait, tu génères... C'est comme ça que tu crées des beaux océans, quoi. Exactement. Mais il ne faut pas que tu craches sur le petit cash flow. Tout ce qui peut être, entre guillemets, automatisé, il faut que tu le prennes. Et l'idée, c'est de diversifier au maximum ces différentes sources de revenus. Parce que c'est bien de se dire, voilà, je vais me focaliser que sur l'IMO, je vais me focaliser que sur le business en ligne. Mais les applications type Algra, les trucs, les cashbacks, etc., bah, ça paye les restos, ça paye des loyers, ça paye les billets d'avion, ça paye des trucs. Donc voilà, tu t'enrichis plus vite, quoi. Il ne faut pas s'en priver. Idées de business à cash flow qui, selon toi, sont toujours pertinents en 2023, que tu peux voir, que tu as des amis autour de toi qui développent. Ça serait quoi? L'immobilier, du coup, on va dire en exploitation courte durée, en exploitation peu importe d'ailleurs. Avoir un bien immobilier qui est en location, qui t'apporte du revenu, ça c'est un moyen de s'enrichir rapidement. Quoi d'autre? Rapidement, je ne sais pas. En fait, un moyen de s'enrichir rapidement, c'est-à-dire de gagner de la... Si tu veux gagner, ça dépend. Si tu veux faire du cash flow, si tu veux générer un capital, si tu veux générer un capital rapidement, il faut faire de l'achat-revente dans l'immobilier. Donc tu vas acheter un bien immobilier, tu vas y vivre, ça va être ta résidence principale. Et ce bien, généralement, tu vas essayer de le négocier à un bon prix. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a des techniques pour négocier, trouver des vendeurs qui sont pressés. Généralement, c'est quand il y a un divorce, un décès, un déménagement, la règle des dés, tous les dés. Voilà. Et donc tu vas faire plusieurs offres. Généralement, il faut que la plupart de tes offres soient refusées. Ça veut dire sinon, tu ne fais pas des offres assez agressives. Tu fais des offres sur une dizaine de logements. Les gens disent « Ah, je veux faire une offre sur un bien, il faut qu'elle soit acceptée. » Non, moi, je fais des offres sur 10 logements, 9 sont refusés. Donc tu vas te faire foutre. Celle qui passe, tu te fous de ma gueule. Et après, il y en a une qui est acceptée. Voilà. Et ça peut durer, généralement, j'ai des négociations qui peuvent durer plusieurs mois. C'est-à-dire que j'y vais une première fois, on me dit non. Je reviens 1 ou 2 mois après, le bien n'est pas vendu. Je fais bah alors, finalement, vous n'avez pas vendu mon bien. Mon offre n'était pas déconnante, etc. Oui, voilà. Et c'est comme ça que j'achète des biens. Mais en mode très agressif, là, du coup. Pas très agressif, mais je dis voilà, moi, je vous donne tant. C'est à ce prix-là, je vous fais une offre, vous l'acceptez pas. Et ensuite. 10, 20, 15% en dessous du prix du marché. Ça dépend du bien. Ça dépend, parce que quand le bien est très bas, je ne vais pas non plus. Ça dépend. C'est au cas par cas. Et ce que tu fais. Ta marge, elle est en partie là. Ouais, en fait, quand dans l'immobilier, tu gagnes de l'argent à l'achat. Tu ne gagnes pas de l'argent à la revente. Si tu achètes un bien trop cher, tu ne le revendras jamais trop cher ton bien. Les gens sont pas idiots, ils achètent au prix du marché. Donc, tu essaies d'acheter un bien, généralement un bien avec un problème à corriger. Donc, il manque une chambre, ou alors il n'y a pas assez d'humidité, peut-être que tu peux créer une fenêtre, ou ça peut être un bien que tu vas peut-être pouvoir diviser en 2 appartements, ou c'est un bien qui est vétuste, sur lequel tu vas pouvoir rénover, faire de la déco et donc lui apporter une plus-value. Et ensuite, ce bien, tu vas le revendre et à partir du moment où c'est ta résidence principale que tu as vécue, bah, tu ne paieras pas d'impôt sur la plus-value. Donc, tu peux faire comme ça des opérations d'achat-revente et encaisser un billet de 30 000, 40 000, 50 000 euros. Si tu veux gagner plus d'argent, généralement, il faut faire de la promotion immobilière. Donc, à ce moment-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher donc, des terrains que tu vas pouvoir chercher. Mais là, c'est un business déjà. Ouais, c'est un niveau plus avancé. Tu n'es pas obligé de le faire toi-même. Tu peux passer par des promoteurs qui vont construire ton bien immobilier, etc. Donc, tu vas acheter un terrain vide ou alors, tu peux aussi acheter des terrains où il y a une maison. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que toi, tu vas raser la maison et tu vas en construire 2. Tu vas pouvoir peut-être construire un immeuble, tu vois, de 2-3 étages. Donc, c'est ce qui s'est passé dans le quartier de ma tante. C'est qu'ils ont racheté toutes les villas. Il y avait un quartier, donc à Nice Nord. Ils ont racheté toutes les petites villas. Ils les ont rasées et ils ont construit des immeubles de 3-4 étages. Et ensuite, ils revendent chaque appartement à la découpe. Donc, pour acheter la villa, ça leur a peut-être coûté 500 000, 600 000. Et aujourd'hui, ils revendent chaque appartement 250 000, mais par immeuble, il y a 12 appartements. Donc 12 fois 250 000. Donc tu vois, plus la construction, donc les promoteurs gagnent de l'argent comme ça. La promotion, bon business pour générer du cash flow. Bien évidemment, encore et toujours, la vente de formation en ligne. Alors, vente de formation en ligne, après, c'est... vulgariser comme ça, ça fait pas très sexy. Moi, en fait, c'est pas comme ça que je le vois, c'est pas vente de formation en ligne. Pour gagner de l'argent, en fait, il faut identifier les problèmes qu'ont les gens, quoi. Donc, les gens ont des problèmes
pour, par exemple, justement gagner de l'argent. Donc toi, si tu sais comment faire, bah, tu peux transmettre une expertise, tu peux accompagner ça. C'est ce que je fais, moi, quand par exemple, je vais payer un avocat, j'arrive dans un pays, je ne connais pas les lois, bah, je vais payer son expertise pour qu'il puisse m'aider ou pour qu'il puisse me rédiger un contrat, etc. Donc, entre guillemets, tu vas vendre ton expertise sur Internet et après, tu as différentes façons de le faire. Soit tu peux faire des coachings en direct, mais là, bon, tu échanges ton temps contre de l'argent. Soit tu peux faire des formations, donc tu filmes une fois, ce qui permet de délivrer le message une fois et qu'il soit reproduit à l'infini. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est le côté duplicable à l'infini avec la formation en ligne. Ouais, et mais il ne faut pas oublier qu'à la base, tu transmets ton expertise. Il faut qu'il y ait quelque chose, une valeur ajoutée qui soit partagée. Voilà. Pas juste j'arrive avec mes lambeaux, mes yachts, mes filles qui twerk et puis. Dans tous les cas, la vente de formation en ligne est beaucoup plus complexe et perdurer sur le long terme, c'est beaucoup plus compliqué que ce que beaucoup de gens peuvent croire ou voir sur Internet. Croyez-en mon expérience. Est-ce qu'il y a d'autres idées de business que tu vois intéressantes pour développer des business à cash flow aujourd'hui? Tu as différentes sortes de business. Donc, business évidemment dans l'immobilier, la bourse, mais selon moi, il faut déjà quand même un capital. Bon, que tu sois trader, mais il y a quand même un très faible pourcentage de gens qui réussissent, moins de 3%, c'est pas fou. Business en ligne, donc ça peut être tout ce qui est dématérialisé. Tu peux vendre des e-books, tu peux faire aussi du e-commerce, un petit peu toi ce que tu fais, soit en mode dropshipping, soit faire du Amazon FBA. Ça, c'est pour les business entre guillemets portatifs où tu peux travailler un petit peu d'où tu veux. Après, tu as d'autres business qui rapportent aussi beaucoup d'argent, c'est business d'import-export. Ou des business physiques quoi, où tu vas pouvoir gagner de l'argent. Mais là, c'est encore autre chose. Généralement, il va falloir des locaux, il va falloir du stockage, il va te falloir des employés. Donc, c'est encore autre chose. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui gagnent de l'argent avec des business physiques. Et il ne faut pas les oublier. En effet, on parle souvent de business en ligne, mais business pour générer du cash flow, les business physiques sont aussi très très bons pour ça. Maintenant qu'on a un business à cash flow, qu'on a gagné des dizaines, des centaines de milliers d'euros, mon Pierre, c'est quoi avoir une bonne gestion financière? Ça veut dire quoi avoir une bonne gestion financière qui va nous permettre d'atteindre cette liberté financière? Déjà, en fait, il faut commencer par se fixer des règles sur l'argent que tu dépenses. Donc, moi, je vois plein de gars qui commencent à gagner de l'argent. Ils s'achètent une Rolex. Je suis tombé dedans, moi. Ils voyagent en business class. Ils vont se mettre dans les meilleurs Airbnb, meilleurs appartements. Moi, je trouve que c'est très con. Tant que tu n'as pas, entre guillemets, atteint un objectif où tu as à peu près entre 3 et 4 millions. Toujours les mêmes chiffres, toujours les mêmes seuils. Ouais, fais pas le fou. Fais pas le fou parce que tu n'as pas les moyens financiers de faire le fou. C'est-à-dire que tu peux le dépenser, ton argent, mais tu fais le fou pour rien. Parce qu'en fait, cet argent, aujourd'hui, qui arrive facilement parce que ton business marche bien, dis-toi que ton business ne va peut-être pas marcher dans 1 an ou dans 2 ans. Donc là, ce que tu es en train de faire, c'est en train de prendre un pari sur l'avenir en te disant « Ouais, mon business va continuer à marcher pendant 5 ans, 10 ans. » Et c'est ce que je vous souhaite. Mais généralement, pour avoir un petit peu d'expérience, parce que moi, ça fait maintenant quasiment 10 ans que je suis dans le business, c'est très rare les gens qui arrivent à tenir sur le long terme. Donc, ces gens s'habituent à un mode de vie un petit peu luxueux. On en voit plein déjà, des gens comme ça qui arrivent à Dubaï, qui commencent à dépenser. Ils restent 3 mois, 6 mois, et puis après, ils ne reviennent plus, quoi. Ouais. C'est comme les mecs à la salle de sport. Tu vois, ils s'inscrivent à la salle de sport, tu les vois pendant quelques mois, puis après, hop, ils disparaissent. Donc, il faut se méfier, parce que ces gens-là, quand ils disparaissent, on n'en parle pas. On ne te parle que de ceux qui performent, mais les gens qui performent, c'est une minorité, c'est un faible pourcentage. Donc déjà, apprendre à gérer son argent de façon intelligente. Et l'argent, vous le gagnez pour vous, pour vos proches, pour vos projets. Vous ne gagnez pas de l'argent pour impressionner les autres. Parce que les autres, en fait, s'en foutent de vous. Hein. Je vous le dis quand même, au cas où vous ne sauriez pas. Si vous avez de l'argent, les gens n'en ont rien à foutre. Mais vraiment, ça m'intéresse. Ça va peut-être intéresser, attirer les gens qui veulent tirer profit de toi, mais les gens s'en foutent. Donc ça ne sert à rien de chercher à impressionner les autres. On ne va pas vous aimer plus pour ça. Si vous voulez être aimé plus, soyez sympa, dites bonjour justement à la femme de ménage. Ça sera plus rentable. Ouais, ça sera plus rentable. Et donc, il faut apprendre à gérer forcément son argent. C'est-à-dire qu'une grosse partie de ce que tu gagnes, il faut être intelligent, il faut le coffrer, il faut le mettre de côté. Et ensuite, l'investir dans des choses qui soient peu risquées. Surtout quand vous commencez en fait, à développer votre patrimoine. N'utilisez pas les 100K que vous faites par mois pour les investir en crypto. Ça peut marcher, mais là, vous faites du casino. Ouais, achetez des gros actifs, genre de l'immobilier, des business qui rapportent du cash flow. Investissez, par exemple, sur des ETF en bourse. Vous achetez un ETF américain qui capitalise les 500 plus grosses capitalisations américaines et vous investissez un petit peu. En moyenne 7-8% par an de rendement, je crois, un truc comme ça. Et là, au moins, vous constituez une base solide. C'est-à-dire que votre premier million,
il ne doit pas servir à acheter de Mercedes, il ne doit pas servir à acheter de Rolex, il ne doit pas servir à se payer un penthouse, il ne doit pas servir à se payer des fringues de marque chez Gucci, etc. Le premier million, en fait, il doit servir à acheter des actifs. Mais c'est vraiment, c'est con ce que je dis, c'est basique, mais vraiment le premier million, tant que tu n'as pas 1 million, en fait, donc quand tu commences ton premier million, tu es pauvre. Parce que en fait, avec ça, tu ne le dépenses pas pour ton lifestyle, en fait, tu le dépenses pour t'acheter tes actifs. Une fois que tu as commencé, tu as 1 million d'actifs, c'est-à-dire tu as 1 million dans l'immobilier, la bourse, etc. À ce moment-là, tu peux commencer à faire des dépenses un peu plus superflues. Et à monter ton niveau de dépenses mensuel. Si on doit prendre un exemple très concret, par exemple, mon business fait 10K de profit par mois. Ouais. Combien est-ce que je prends de salaire? Combien est-ce que je prends dans mon lifestyle et combien est-ce que j'investis? Après, ça dépend de ton mode de vie, mais idéalement, il faut essayer d'en coffrer le plus possible. Donc après, tout dépend. Tu as des gens qui arrivent à vivre avec 2 000 € par mois, d'autres qui arrivent avec 5 000. Mais bon, ça dépend à quelle vitesse tu vas aller. Par exemple, on est à ce stade-là. C'est-à-dire que tu es à zéro, ton but, c'est d'arriver à 1 million de patrimoine. Mais si tu fais des zigzags comme ça, tu vas prendre beaucoup plus de temps qu'un mec qui va en ligne droite. Donc moi, dans ma philosophie, je me suis toujours dit comment est-ce que je peux devenir indépendant financièrement le plus vite possible. D'accord ? Et une fois que je suis indépendant financièrement, comment est-ce que je peux devenir millionnaire le plus rapidement possible? Et une fois que tu as fait ce chemin-là, tu es sécurisé, après tu as tout le temps de profiter. Donc c'est un arbitrage entre la gratification différée, le plaisir que tu vas avoir immédiatement, et penser à la gratification future, ce que tu peux avoir plus tard. Et aujourd'hui, moi j'avais fait le choix de la gratification différée, c'est-à-dire en mode vraiment... Tu vois, restreint, Ryanair, Free.fr, tu vois, le mec il est là, c'est Avignel, il partage son bureau. J'étais pas en mode Ryanair à ce point-là, tu vois, mais vraiment de coup. Tu n'as pas augmenté ton niveau de dépense, quoi. Si tu étais à 3000, tu es resté à 3000. C'est qu'à partir du moment où j'ai commencé vraiment à avoir 1 million d'actifs placés, que là j'ai commencé. Là, tu as accéléré. Ouais. Moi, j'ai accéléré beaucoup trop vite, hein. Pour information. Est-ce que tu le regrettes? Trop vite. Je regrette pas rien de ma vie, moi. Tous mes excès, tous mes abus, toutes mes amis avec un E que j'ai rencontrés, toutes les soirées alcoolisées que j'ai trop fait, je les regrette pas. Mais aujourd'hui, je serais beaucoup plus riche. Les soirées, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ouf. Après, si tu fais quoi, bouteille, service bouteille. Les miennes m'ont coûté trop cher. Mais en fait, ce que je regrette là-dedans, c'est que j'ai gagné beaucoup d'argent entre 2017 et 2019. Et que cet argent-là, je me réveille un jour en 2019 et j'en ai plus. En fait, ce qui se passe, c'est que si tu gagnes 10 000 € par mois, il faut que tu mettes au moins la moitié de ce que tu gagnes de côté. Minimum, ouais. Moi, je pense que c'est ça. Et après, il faut que tu te... Si tu as vraiment besoin de te faire plaisir, parce que je sais qu'il y a des gens, ils ont vraiment besoin de se faire plaisir. Il y en a, ils sont passionnés de voitures automobiles, etc. D'autres, c'est des soirées. Je comprends, d'autres, c'est des voyages. À ce moment-là, tu définis une enveloppe en te disant, par exemple, je vais allouer sur mes 2 000 € pour mon lifestyle, pour des dépenses un peu, par exemple, lifestyle, pour pouvoir me payer, je sais pas, une bagnole, ça va te coûter combien un crédit? 400 € par mois, tu vois, bon, si tu achètes une petite Mercedes, etc. Donc tu peux, mais ne dépasse pas ce budget. Ne fais pas comme les fous qui se disent, voilà, je gagne 50 000, je claque 50 000 par mois. Et ça, je peux te dire que j'en ai connu beaucoup. Du coup, il faut vraiment avoir ce truc avoir des règles finalement. Est-ce qu'on fait ces comptes tous les mois? Est-ce qu'on tient un tableur Excel? Comment ça va? Non, tu n'as pas besoin de tenir un tableur Excel, mais moi j'utilise une méthode où tu sépares en fait les comptes bancaires. C'est beaucoup plus simple que de tenir un tableur Excel comme font les gars là, avec les petites lunettes, cocher chaque dépense. C'est-à-dire que ce que tu fais, c'est que tous les mois, tu vas mettre sur un compte à part ton budget lifestyle. Dépenses, voilà, boîte, soirée, machin, etc. Et en fait, sur ce compte, admettons, tu te verses par exemple 3 000 ou 4 000 balles. Tu as une carte et tu sais que cette carte, en fait, voilà, une fois que tu as épuisé les 4 000, tu as épuisé les 4 000. Donc à toi de gérer ton budget. Fais-le un petit peu comme tes parents, ils te donnent de l'argent de poche. Voilà, et puis tu le dépenses, et puis quand tu n'en as plus, tu n'en as plus. Tu dois attendre le mois prochain pour pouvoir faire ta soirée. Voilà, donc tu peux faire ça, ça te permet en fait de ne pas culpabiliser quand tu fais, entre guillemets, une dépense lifestyle, mais en même temps, ça te permet aussi de ne pas surdépenser. Tu vois, et sans tomber dans les travers de se dire, voilà, je me fais des tableaux Excel et je compare toutes mes dépenses. Donc tu te fais un budget lifestyle. Le compte sur lequel tu dois avoir, qui doit être le plus important, c'est le compte sur lequel tu envoies de l'argent pour tes investissements. Donc là, généralement, si tu as 10 000, idéalement, ça serait bien de mettre au moins 5 000 de côté. Ouais. Ok. Donc 5 000 de côté, mais qu'on va investir tout de suite. Hein. Ouais, que tu vas investir soit dans l'immobilier, soit en bourse, enfin sur des... Combien on garde en cash, en fraîche, sur ton livret A qui dort, qui attend?
Est-ce qu'on doit garder, il y avait un truc qui disait, je sais pas, la règle des 10%, il faut 10% de patrimoine en liquide. Bah, il faut commencer progressivement. Dans un premier temps, l'idée c'est d'avoir 3 mois de dépenses devant soi. Ok, Petit matelas de sécurité. matelas de sécurité. Après, tu montes à 6 mois. Après, tu montes à 1 an de dépenses. 1 an de dépenses, genre ton business se pète la gueule, tu peux continuer à vivre pendant 1 an. T'es quand même bien. L'idéal, c'est d'avoir 2 ans de dépenses d'argent de En côté. liquide. Ouais, et après, moi, je vais avoir plus de trésorerie parce que je vais faire des investissements. Donc, des fois, j'ai besoin d'acheter un appartement, j'ai besoin de sortir Oui, là, mais 150 ça 000. rentre de la partie quasiment business, quoi. Ouais. Ouais, mais du coup, je vais avoir des liquidités parce que des fois, il faut que je me positionne rapidement. Et si cet argent il est investi, bah, je Tu peux pas le sortir. Je peux pas le sortir. Quoi. Ouais, très bien. Donc gestion financière, pas forcément faire les comptes à l'euro près, mais en tout cas avoir une vraie gestion, mettre un maximum d'oseille de côté, séparer les comptes pour séparer Ouais. du coup les classes de dépenses. Premier du mois, tu peux faire comme ça, c'est-à-dire que tu as 3 comptes séparés. Donc, tu vas verser par exemple 3 000 € pour tes dépenses lifestyle sur un compte. Ensuite, tu mets 5 000 € sur un compte pour pouvoir faire tes dépenses, pour tes investissements. Investissement. Et 2 000 € pour tes dépenses quotidiennes. Bon, là, c'est un chiffre un peu. Voilà. Mhm. Idéalement, on voudrait mettre plus dans tes dépenses quotidiennes que lifestyle, mais Bien tu m'as sûr. compris. Et si tu fais ça, bah, au moins, tu es sûr que tous les premiers bien du mois, réparti, bam, quoi. voilà, tu as ta répartition et tu gardes ce pourcentage. Et l'idéal, c'est d'augmenter au fur et à mesure que tes revenus augmentent, bah, de La garder partie le pourcentage lifestyle, mais d'augmenter la partie investissement. investissement. Et moi, c'est ce que je fais. Ouais. Ou que j'essaie de faire. Après, forcément, tu as tendance toujours à. Ouais, des fois il y a des petits. Ah, mais glissades. les hôtels, aujourd'hui, ça coûte plus cher qu'avant. Les billets d'avion, ça coûte plus cher qu'avant. Enfin, tout a augmenté. Donc, tu vois bien, ici en République Dominicaine, tu te loues un appartement, les prix ont doublé en 1 an. Donc, forcément. Avec aujourd'hui le niveau que tu as, est-ce que tu te restreins? Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis non? Est-ce qu'il y a encore des espèces de moments où la raison, tu vois, c'est la raison qui prend le dessus? Raison. Après, je pense que ça dépend plus de ta personnalité. Moi, j'ai des goûts simples. Donc, voilà, le luxe, c'est cool et tout. Mais j'ai pas besoin de m'acheter des trucs Gucci tous les jours. Enfin, je sais pas, ou de m'acheter de nouvelles montres tous les jours. Les voitures, je suis pas spécialement passionné. Je sais qu'il y a des gars, ou même des filles, voilà, ils sont en mode. J'adore les voitures, donc ils veulent mettre de l'argent là-dedans. Moi, je prends le taxi, ça me va très bien, mon Uber. Donc, non, avec mon mode de vie, honnêtement, j'ai pas l'impression de me restreindre sur quoi que ce soit. Mais en même temps, je sais pas, non, je me restreins pas, quoi. Enfin, je voyage tout le temps. Mon argent, je vais le mettre un peu dans tout ce qui est voyage. Restaurant, évidemment, tout ce qui est Et les bouffe, me faire livrer. Ouais, et puis après, dans tout ce qui est santé aussi. C'est-à-dire que je ne vais pas regarder à la dépense dès que j'ai besoin d'avoir des dépenses. Massage, les dents, l'esthétique, le truc. Là, par exemple, tu vois, j'ai porté un appareil dentaire, je l'ai fait aussi pour ma copine. Voilà, tu payes. Donc ça, c'est des coûts. Tu vas dépenser 10 000 balles juste pour pouvoir faire des trucs plus les voyages, etc., etc. Donc tu es à 15 000 juste pour de l'orthodontie, quoi. Tu vois, donc des frais comme ça, je ne vais pas regarder à la dépense, quoi. Il y a encore des petits caprices de gosse que tu as envie de te payer aujourd'hui? Non, parce qu'en fait, les caprices de gosse, tu les as quand tu peux pas te les payer. Mais à partir du moment où tu as la possibilité de les réaliser, en fait, l'envie disparaît. En fait, l'être humain est conditionné pour désirer ce qu'il ne peut pas avoir. Ok ? Donc, à partir du moment où tu peux avoir facilement ce que tu désires, en fait, le désir s'éteint. C'est un peu bizarre. Non. Moi, ça me parle en tout cas. Ok, du coup, Pierre, on a compris maintenant comment faire, comment apprendre un peu à gérer nos comptes, le b.a.-ba pour devenir libre. Maintenant, comment est-ce qu'on investit cet argent-là? On a mis nos 50% sur un compte à part pour l'investir. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé très vrai et très faux à la fois, où tout le monde te dit tu dois diversifier tes investissements. Mais moi, j'ai vu beaucoup trop de gens diversifier 500 balles et ça leur fait rien gagner du tout. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette loi de la diversification? Diversifier, tout dépend. En fait, ça dépend de ton profil. En fait, les gens qui parlent d'investissement, je ne sais pas en fait d'où ils tirent leurs conseils. Ils regardent des vidéos peut-être américaines ou j'en sais rien et puis ils répètent plus ou moins mal un petit peu ce qu'ils entendent. La première chose en fait que tu fais, moi en fait j'ai travaillé en banque, donc j'étais conseiller en gestion de patrimoine. Première chose que tu fais, c'est que tu vas définir l'analyse, le profil de ton client. D'accord ? Donc en fait un client, tu vas lui poser des questions. Est-ce qu'il est plutôt jeune actif? Est-ce qu'il a du capital? Quel âge il a? Quel est son objectif, son horizon d'investissement? 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans? Et ensuite, quel est son profil d'aversion au risque? Est-ce que c'est un investisseur qui est plutôt prudent? Est-ce que c'est un investisseur qui est plutôt équilibré? Est-ce que c'est plutôt un investisseur qui est dynamique? Ensuite, une fois que tu as défini ça, tu vas
définir une stratégie d'investissement. Donc, une grand-mère, tu ne vas pas la mettre sur des actions, sur un portefeuille dynamique. Tu vas la mettre quasiment sur des choses qui sont extrêmement sécurisées. Parce que de toute façon, quand tu es âgé, tu n'es plus dans une phase de création de patrimoine, de développer ton patrimoine, tu es plus dans une phase de protection de ton patrimoine. Okay. Et généralement, quand tu es jeune, ce que tu vas faire, c'est que tu vas plutôt investir sur des actifs qui peuvent performer sur le long terme. Donc là, tu vas les mettre plus en mode grosse poche sur les marchés financiers pour qu'ils performent. Parce que la bourse, bah, tu sais, c'est cyclique. Hein, mais tu peux aussi avoir 20 ans où ça baisse, où ça stagne. Donc il faut quand même que tu aies une horizon d'investissement qui soit suffisamment long. D'ailleurs, bourse, 20 ans, 15 ans. Ah oui, long terme, bah, c'est pour ta retraite. La bourse, en fait, si tu es en mode horizon, c'est pour ta retraite. Donc il faut quand même que tu aies un horizon d'investissement qui soit assez long. Ok. Donc pour toi, aujourd'hui, on fout de l'argent en bourse, action à dividende ou quoi que peu importe. Si tu n'es pas en mode trader mais que tu es vraiment en mode placement, on n'y touche pas pendant 30 piges, 40 piges. Ouais, c'est quelque chose que tu fais sur du très long terme. C'est pas pour en vivre au quotidien parce que le problème, c'est que les marchés financiers fluctuent. Et si tu comptes sur tes revenus en fait, de marché financier pour vivre dans les 5 prochaines années, mais sur les 5 prochaines années, tu es en bear market, tu fais comment? Bah oui, c'est ça, tu vas dans le cul. Voilà, donc tu vas avoir tendance à toucher. Et aussi, le fait de te dire c'est de l'argent dont j'ai besoin tout de suite va t'amener à prendre des mauvaises décisions. Parce que tu vas prendre des décisions émotionnelles en disant voilà, cet argent, j'en ai besoin dans 6 mois, mais là, ça a baissé, mais peut-être que ça va baisser encore plus. Donc, est-ce qu'il faut que je retire maintenant ou que j'attende un peu? Ça va corriger. Et tu vas être en panique. Et généralement, en fait, les gens qui sont sous émotion, ben en fait, vont prendre de très mauvaises décisions financières parce qu'ils disent bon, je préfère couper maintenant. Donc généralement, ils vendent au plus bas et les gens achètent au plus haut. Oui, bah voilà. C'est le marché type quoi d'ailleurs. C'est en général les réactions de marché. Alors que quand tu sais que ton argent, il est investi sur une durée très longue, 20 ans, 30 ans, en fait, les marchés ils vont faire le yo-yo. Et puis bah toi, en fait, tu continues d'investir. Tous les mois, tu investis une partie de ce que tu gagnes. L'idéal pour les gens, c'est d'acheter un indice, un tracker, donc de l'indice américain, et tu en achètes un petit peu tous les mois. Et généralement, moi, quand ça crache au niveau des marchés financiers, bah, ce que je fais, c'est que je double généralement la mise où je vais investir des sommes plus importantes. Je vais par exemple venir investir 100 000 euros supplémentaires que je vais découper en 10 000 euros et je vais les investir sur une période de 10 mois pour pouvoir renforcer le portefeuille. Parce que voilà. Parce qu'on est en période basse, donc du coup, c'est j'achète plus d'actions pour moi. En fait, quand les marchés financiers baissent, les gens sont en mode c'est la catastrophe. Moi, je me dis non, en fait, il y a un discount, quoi. Tu vois, c'est le Black Friday. Donc, j'investis plus à ces périodes-là où justement les marchés financiers baissent. Et après, diversifier, à partir du moment où tu vas acheter un ETF, tu vas être diversifié. Parce que le risque, c'est de se dire ok, maintenant, je vais acheter du Apple, okay, je vais acheter du Microsoft, je vais acheter du Tesla. Ah, Tesla, c'est génial, je suis fan d'Elon Musk et tout. Ouais, mais bon, demain, tu apprends une news sur Elon Musk. Je sais pas, le mec, il pète un câble, il tue sa femme. J'en sais rien. Enfin, tu sais pas ce qui peut sortir. Bien sûr. Vu que c'est quand même une entreprise qui est énormément reliée à son dirigeant, où il y a un scandale, tu peux perdre en fait beaucoup de ton argent. Si tu as tout mis sur Tesla, tu peux potentiellement perdre 50%, 60%, 70%. Je dois dire Tesla, mais ça peut être une autre boîte. Donc le fait d'être exposé à une boîte, tu as toujours des risques que cette entreprise, à un moment donné, fasse n'importe quoi. La Société Générale, c'est ce qui s'est passé. Jérôme Kerviel, le mec, il est là, il a failli foutre la Société Générale en faillite, quoi. Donc c'est des événements qui ne sont pas prédictibles. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu sois quand même sur un plus grand nombre d'entreprises. Ouais, parce que le signe noir existe, quoi. Exactement. Donc, ou sinon, tu fais du trading. Tu fais du trading, mais c'est une autre approche. Il ne faut pas confondre trader et investisseur. Ouais, surtout pas. Voilà. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, évitez de jouer au trader, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a que 3% des gens qui arrivent vraiment à gagner de l'oseille. Et encore, sur combien de temps? 80. Tu peux, en fait, tu entendras toujours des gens qui viendront te dire ouais, mais moi j'ai gagné de l'argent, moi j'ai fait 15% quand le marché faisait 7%, moi j'ai fait 30% et je l'ai fait sur 1 an, 2 ans. Et donc ils te disent toi t'es con, tu comprends rien, t'es un vieux con. Bien sûr. Sauf qu'en fait, sur les traders, il y a ce qu'on appelle des track records. Et en fait, ce qui est important, c'est pas de gagner de l'argent sur 1 an, 2 ans, c'est un marathon. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on compte les billes au moment du départ à la retraite. À 65 ans, combien t'as? C'est ça qui compte, c'est pas combien t'as gagné sur 2 ans, on s'en fout. Tu gères ton argent à l'échelle d'une vie. Donc ce que tu as gagné sur 6 mois, tout le monde s'en tape en fait. Est-ce que tu vas réussir à tenir sur la durée? L'exemple, c'est les gens qui ont gagné sur les cryptos. Les gens qui ont gagné sur les cryptos, qui ont gagné, qui étaient là, ouais, j'ai gagné. Et puis après, ils ont tout perdu, puis ils ont vendu. Mais ils te disaient, ouais, t'as vu, je gagne trop de thunes. Puis après, les mecs, en fait, ils ont paniqué, ils ont vendu. Ben, en fait, non. Ce qu'il faut, les personnes qui sont les plus intelligentes, c'est peut-être les personnes qui attendent pendant 20 ans, 30 ans, de voir ce qui se passe. Et puis qui compteront les billets à ce moment-là, tu vois.
C'est dur à avoir. Moi, j'ai mis du temps avant de comprendre ça et avant d'avoir cette vision. Je voulais vraiment gagner beaucoup d'argent et très vite. Et effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, parfois au risque de faire des mauvais investissements. Comment investir son argent en 2023? On parle de crise, on parle d'inflation, on parle de crise peut-être même qu'on n'a jamais vécue par le passé, qui est en train de nous tomber sur la tête. Dans notre discussion en privé, on se dit même que c'est même pas encore le début de la crise, que le saignement va seulement arriver maintenant. Comment est-ce que toi tu te positionnes et qu'est-ce que tu recommandes? Alors moi, ce que je vais faire, moi, à mon niveau, c'est peut-être pas ce qui va correspondre à la majorité des gens, parce que moi, je suis dans un profil différent, c'est-à-dire que j'ai déjà plusieurs millions, donc je suis plus forcément dans la phase de il faut que j'en gagne plus, tu vois. Moi, je suis plutôt dans une phase de sécuriser. Comme ça. Donc moi, ma vie, elle ressemble un peu à la vie, tu sais, des fois quand je raconte ma life, ça ressemble un peu à la vie de James Bond, parce qu'en ce moment, je suis en train de faire l'acquisition de plusieurs passeports, de plusieurs résidences, je suis en train d'ouvrir des comptes dans plusieurs juridictions, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Asie. J'essaie d'avoir des cartes de résident dans des pays diversifiés, donc en Amérique du Sud, en Europe centrale, en Asie, etc., pour justement protéger mon patrimoine. Et puis comme on ne sait pas dans quelle direction le vent va souffler, dans 10 ans, tu plantes des graines un peu partout. Tu vois. Ça, dans tous les cas, on en reparlera à la fin du podcast pour ceux vraiment que ça intéresse. Mais voilà, comment protéger son argent? Aujourd'hui, tu es dans une problématique où il y a de l'inflation. Maintenant, quand tu regardes, il y a quand même des actifs qui sont, entre guillemets, plus sécurisés que d'autres. Justement, c'est pour ça que moi j'aime bien l'immobilier. L'immobilier, c'est un game où si tu n'es pas trop con, tu ne peux pas perdre. Parce que, en fait, imaginons que tu aies acheté un appartement à Paris il y a 50 ans. Okay, il y a eu des crises, hein, il y a eu des crises de l'immobilier. Est-ce que d'après toi, tu auras plus d'argent aujourd'hui qu'il y a 50 ans? C'est énorme. Voilà. Même il y a 10 piges, je crois que la plus-value est incroyable. Voilà. Donc si tu veux, c'est un game où l'immobilier, il y a plein de gens qui disent oui, machin, l'État communiste, l'immobilier, c'est pourri, machin. Ouais, enfin, sauf que quand tu as de l'immobilier, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, il sera toujours là. Il va te couvrir au moins sur l'inflation. Bon, et pendant cette période où tu détiens cet actif, en plus tu touches des loyers. Donc c'est quand même pas trop con comme je trouve comme. Encore une fois, on revient à la règle de base, c'est acheter au bon prix. Ouais, si t'achètes au bon prix. Mais même si tu achètes à un mauvais prix, enfin, je veux dire, les gens qui ont acheté de l'immobilier il y a 50 ans au mauvais prix à Paris, voilà, enfin, aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire, même s'ils avaient payé leur bien 2 fois trop cher. Ça reste 10 fois plus intéressant qu'aujourd'hui. Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir justement des actifs. C'est pour ça que j'aime bien avoir une grosse partie de mon patrimoine aussi en immobilier. Après, si tu regardes sur le long terme, c'est pas forcément ce qui performe le plus. Ce sont les actions. Mais le problème des actions, c'est que tu es ton propre ennemi. Et la plupart des gens, en fait, dès qu'ils vont voir une baisse, ils vont paniquer, ils vont vouloir vendre, ils vont vouloir se prendre pour des super traders fous. Ils vont commencer à toucher au truc. Et en fait, en faisant ça, la pire chose en fait à faire quand tu as un portefeuille d'actions, c'est de mettre un humain dedans, quoi, qui a les codes. Quoi. À partir du moment où tu as un humain qui va toucher au truc, tu peux être sûr qu'il va faire de la merde. Ouais, faut laisser travailler le truc. Faut laisser travailler la machine, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Et du coup, l'immobilier, pour toi, les ETF, comme tu le disais tout à l'heure, ça reste toujours un bon moyen d'investir avec cette vision très 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 long terme. ETF, ouais, mais tu ne deviendras pas riche avec des ETF. Parce que si tu commences en fait à épargner tous les mois, en fait, tu auras peut-être 1 million, mais à l'âge de 65 ans, 70 ans. Mais bon, quand tu auras 70 ans, 1 million, t'achèteras même pas. T'achèteras peut-être un appart avec, enfin, ça sera pas ouf. Mais bon, c'est déjà bien en fait pour les personnes qui veulent épargner. Maintenant, si tu veux constituer de la richesse, il faut faire de l'immobilier, mais pas en achetant l'immobilier cash. Il faut utiliser de la dette, de l'argent que tu n'as pas pour acheter de l'immobilier et faire en sorte que ton immobilier se paye tout seul. Donc j'entends toujours des gens dire oui, mais moi je veux du cash flow dans l'immobilier. Mais déjà, si tu achètes un appartement, ok, tu prends un crédit à la banque et le locataire paye le crédit puis paye toutes les charges. Tu as un crédit sur 20 ans. Donc on va dire avec un cash flow à zéro, mais zéro, voilà, zéro, genre t'es flat, quoi. T'es pas au niveau 0 de l'investisseur, mais t'es déjà au niveau, on va dire, au niveau 2 de l'investisseur, parce que t'as plein de gens, ils sont au niveau monstre. Qu'est-ce qui se passe dans 20 ans? T'es propriétaire d'un appart. Tu peux revendre ton appart, peut-être que tu vas toucher 300 000 ou 400 000 d'un coup. T'as pas mis d'argent, t'as pas fait l'effort de mettre de l'argent comme sur ton petit PEA pour acheter ton très grave. T'as mis zéro, c'est le locataire qui paye. Et donc t'as ce choix, par exemple, au bout de 20 ans, de te dire, cet appartement, je le revends, j'encaisse 300 000 d'un coup, bam, sans avoir fait d'effort d'épargne, parce que c'est un autre qui l'a payé ton appart, ou je continue de toucher des loyers. Voilà. Donc il y a des stratégies comme ça où tu peux te dire, j'achète 2 immeubles, d'accord? Tu prends un crédit donc sur une durée de 20 ans,
Et ce qui va se passer, c'est que ces 2 immeubles, donc tu vas les mettre en location, donc pareil, des appartements, des immeubles qui s'autofinancent. Tu ne cherches même pas à avoir des immeubles qui te génèrent du cash flow, des immeubles qui s'autofinancent. Au bout de 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? La moitié des crédits vont être payés sur les 2 immeubles. Tu revends un des 2 immeubles. Et généralement, tu auras fait une plus-value, mais tu vas rembourser le capital, donc le capital restant dû sur ton autre truc. Tu vas en plus encaisser une petite plus-value normalement, parce que sur 10 ans. Et en fait, tu auras un immeuble, par exemple, avec 4-5 appartements. Et là, tu auras tes 3 000, 4 000 euros. Voilà, tu as ta rente. Et tu peux le faire sur une durée de 10 ans. Là, j'ai pris un exemple vraiment très simple. Tu achètes. Alors, quand on dit des immeubles, c'est pas d'acheter des gratte-ciel à New York, c'est vous achetez 2 petits immeubles de rapport et si vous savez en fait présenter, bien les exploiter. Ouais, c'est surtout présenter son dossier au banquier pour que ça passe. Bah, en fait, vous pourrez vous faire financer. Donc là, il y a des techniques par rapport à ça. J'entends plein de gens qui gueulent en disant oui, les lois changent, etc. et tout. Oui, les lois changent, mais il y a toujours des gens qui arrivent à obtenir des crédits immobiliers. Moi, j'en ai plein dans mon entourage, etc., qui continuent à obtenir des crédits immobiliers. Donc, c'est toujours faisable. Mais après, il y a des combines, il y a des techniques à utiliser par rapport à ça. Dans tous les cas, on vous mettra le lien, bien évidemment, des formations de Pierre. Je crois que la grosse force de Pierre, c'est ton background en banque et donc toute la connaissance sur ce milieu-là, de comment bien monter un dossier et être sûr de se faire financer, même en temps de crise. Les liens dans la description, bien évidemment. En temps de crise, en temps d'inflation, est-ce qu'il faut garder plus de cash que d'habitude? Moi, ça avait été au début ma première réflexe en me disant, tiens, parce qu'en plus, à ce moment-là, j'étais en Europe, j'étais revenu au Portugal, tu sais, et tout le monde parlait, ah, c'était le feu dans les rues, machin, on va tous mourir. Et là, je me disais, putain, il faut que je garde du cash, on ne sait jamais. Au final, je suis arrivé ici, le ciel est bleu, tout va bien. Et donc, du coup, je me suis mis à investir mon cash en mode, on va continuer à investir dans les projets, on va créer des choses. Bah, est-ce qu'il faut garder du cash C'est-à-dire plus que d'habitude. Est-ce que le matelas de sécurité doit être plus important que d'habitude parce qu'on est dans une période incertaine? Ou est-ce qu'au contraire, il faut continuer à avancer, il faut continuer à investir? Moi, après, j'en ai pas vraiment besoin de mon cash dans le sens où mes business génèrent du cash flow, mes apparts génèrent du cash flow. T'as encore des revenus, t'as encore des salaires tous les mois, juste en touchant une partie, par exemple, des loyers que je touche, ça me suffit pour vivre. J'ai pas besoin d'aller toucher mon cash. Donc, je me pose pas vraiment cette question-là, quoi. Ouais. Et pour les gens de façon globale, tu vois, le petit épargnant, est-ce que les gens doivent garder plus de liquidité au cas où? Parce que tu vois, toi aujourd'hui, tu as tes revenus les Français, en fait, tu as 2 catégories. Généralement, 2 majeures catégories. Tu as des gens qui n'ont pas de thunes, donc ils sont en mode en découvert à la fin du mois, donc ça c'est catégorie difficile. Ils n'ont pas le choix. Ouais. Donc eux, ils n'ont pas le choix, hein. Ils ne peuvent pas mettre plus de cash de côté, parce que de toute façon, ils n'en ont pas. Donc. Et ensuite, tu as d'autres gens qui sont en mode écureuil, tu vois. Le français est très écureuil, moi je l'ai vu, en bossant en banque, des gens qui gardent des sommes sur des comptes et qui attendent. Le problème, c'est qu'ils investissent jamais leur argent. Donc ils pourront jamais, à un moment donné, s'enrichir et se générer du cash flow parce qu'ils gagnent de l'argent, ils mettent de l'argent sur des contrats d'assurance vie, sur des plans d'épargne logement. Voilà, assurance vie, ils blindent les livrets A, ils blindent les LDD. C'est quoi, le livret A, c'est 1%? Non, aujourd'hui ça a augmenté, mais parce que si tu veux, c'est corrélé par rapport à l'inflation. Mais bon, tu vas pas faire des intérêts, je crois que le plafond il est à 22 950 € sur ton livret A. Enfin, même si tu as des intérêts de taré, allez, mettons que le livret A soit à 10%. On va dire, admettons que tu aies 20 000 € sur ton livret A, ça va te faire combien, hein? Tu vas gagner 2000 balles. Ouais, voilà, tu vas pas vivre quoi. Pas mal. Ouais, mais quelques restos. Si tu es à 10%, sauf que le taux en fait il est beaucoup moins. Donc finalement c'est marginal. C'est-à-dire on t'annonce un taux, mais combien ça te rapporte? Est-ce que ça paye les factures à la fin du mois? Non. Maintenant, tu as 20 000 balles. Ces 20 000 balles, au lieu de les mettre sur un livret A, tu t'en sers comme apport pour acheter un immeuble, d'accord, qui va te rapporter 0. Ok? D'accord, qui va te rapporter 0. Mais tes 20 000 balles, on va faire 2 trucs. Tu mets 20 000 balles sur un livret A, tu attends 20 ans, ok? Et tu mets 20 000 balles sur un apport pour acheter un immeuble, tu empruntes le reste et tu te fais financer. Et on se retrouve dans 20 ans. Non mais simplement, on se retrouve dans 20 ans. Qu'est-ce qui se passe? Alors les gens vont dire oui, mais l'immobilier, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des squatteurs, Oui, il y a toujours des problèmes. Enfin, quand vous allez à votre boulot, j'espère que pour vous, vous avez des problèmes, que votre patron, tout n'est pas tout rose. Moi, je préfère avoir des problèmes dans l'immobilier et au bout de 20 ans, avoir un parc immobilier qui me génère des revenus et encaisser une grosse plus-value, plutôt que d'aller du lundi au vendredi dans un bureau avec un patron qui me gueule dessus, qui me dit ce que je dois faire. Et au final, même quand je fais du bon boulot, il me dit ouais, c'est très bien ce que tu as fait, hein, mais là on recommence à zéro, donc tu te rebouges le cul, tu vois. Tu n'as jamais de reconnaissance, quoi. Ouais, mais voilà, donc pour moi, ça reste un vecteur quand même d'enrichissement de bons pères de famille. Et
Tous les gens, moi j'ai fait faire ça si tu veux avec mes parents, un peu plus sur le tard. Je les ai fait investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, ils sont retraités. Donc ils touchent l'heure de retraite. Leur maison est payée, leur résidence principale est payée. Et ils ont 5 appartes. Là, à l'heure où on tourne la vidéo, mes parents, ils sont entre l'Argentine et le Chili, donc ils m'envoient des photos. Voilà, ils sont allés faire un petit tour à Bariloche. Ils sont allés voir les pingouins sur les îles. Ils sont bien. Ils ont leur retraite. Ils sont pas là à se dire est-ce que Macron va baisser les pensions retraite? Ben non, parce qu'ils ont leur maison qui est payée, donc ils n'ont pas de frais. Ils ont leur retraite qui, entre guillemets, va payer leurs frais courants. Mais à côté, ils ont 5 loyers qui touchent. Et eux, ils sont dans une stratégie où aujourd'hui ils sont retraités, ils ont bossé toute leur vie, ils n'ont pas envie de se faire chier entre guillemets, donc ils font pas de location courte durée. Ils n'ont pas besoin de presser le capital. Voilà, quoi. Parce que d'aller juste du revenu sûr. Ils prennent les loyers, etc. Et ce qui se passe, c'est que de temps en temps, il y a une locataire qui va leur écrire en disant voilà, je quitte le logement. Donc ma mère râle, elle quitte le logement, il faut que j'aille faut que j'aille faire signer le contrat, faut que je repasse une annonce sur le Bon Coin. Mais bon, enfin, relativement, ça va, c'est confortable. Ça offre le confort de vivre. C'est bien. Du coup, l'immobilier en France, malgré la situation, oui. L'immobilier à l'étranger, toi, tu t'es aussi développé en Europe centrale. Est-ce que pour toi, une situation en France qui se dégrade d'un point de vue économique, l'investissement à l'étranger, du coup, a le vent beaucoup plus en poupe parce qu'un des gros avantages d'être en France, c'est notamment d'avoir ce cadeau du crédit, presque. Tu as accès au crédit immobilier. Moi, c'est pour ça que j'investis principalement à l'étranger. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, même, c'est ça qui paraît fou, c'est que même si j'ai un cash flow de fou, même si j'ai des revenus liés à mes business très importants, même si j'ai du patrimoine, le fait de plus être résident en France, c'est compliqué pour moi d'accéder au crédit. Parce qu'en fait, les banques sont un peu connes. Elles veulent des bilans d'entreprises françaises, etc. Elles préfèrent que tu sois résident également en France, etc. Ils ne comprennent pas forcément tout ce qui est business en ligne, ce que je vais faire. Les revenus que je vais toucher avec mes biens immobiliers à l'étranger, tu vois, ils peuvent être pris en compte, mais après, il faut faire traduire tout ça. Bref, c'est compliqué d'obtenir des crédits. Et généralement, ils me demandent toujours d'hypothéquer un bien en France, plus mettre 30% d'apport. Bon, c'est un peu relou les conditions. Donc du coup, c'est pour ça que je préfère, vu que mes business génèrent énormément de cash flow, je peux m'acheter quasiment un appartement tous les mois. Tu vois, allez, tous les 1 mois et demi, je peux m'acheter un nouvel appartement cash. Donc, j'ai pas besoin de faire de financement. Mais moi, je suis dans un cas très particulier. Ça correspond à très peu d'entrepreneurs. Donc, des fois, j'ai des entrepreneurs qui m'ont contacté en mode coaching, tu m'accompagnes, etc. Dernièrement, j'en ai accompagné un à Budapest pour acheter des appartements. Donc, lui, il a fait des millions avec la crypto. Et voilà, il voulait se diversifier un petit peu dans l'immobilier. J'ai aussi des mecs qui sont marketeurs sur YouTube. Voilà, en mode copywriting, etc. Pareil, qui gagnent de l'argent. Généralement, je vais les accompagner. Donc Budapest, toujours une super destination pour investir selon toi? Ouais, Budapest, c'est un pays qui est intéressant pour investir. En Europe, aujourd'hui, je trouve que les prix sont relativement peu chers au mètre carré. Et tu sais, c'est un petit peu... Il faut comparer les différentes capitales européennes. Tu regardes le prix au mètre carré, Budapest, c'est très bas par rapport à Prague. Il n'y a aucune raison, parce que si tu veux, tu as autant de touristes qui vont à Budapest qu'à Prague. Enfin, je veux dire, c'est quasiment le même. Donc... mais sauf que le prix au mètre carré, tu le payes beaucoup moins cher. Donc toujours intéressant, quoi. Bah, toujours intéressant. C'est safe, tu as des appartements haussmanniens, le prix au mètre carré est intéressant, c'est une ville musée, il y a toujours du tourisme. Enfin, voilà, c'est une ville qui a beaucoup d'avantages. Donc pour moi, je trouve que c'est une ville intéressante. Bon, après, vous l'aurez compris, il n'est pas impartial, il a lui-même investi ses billes là-bas. J'ai fait une étude de marché. C'est-à-dire, j'aurais très bien pu aller investir en Espagne, en Italie, j'aurais pu aller investir en Allemagne. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai trouvé que c'était plus intéressant. Je suis allé voir aussi à Prague avant d'investir. Je suis allé en Slovaquie aussi. Mais en Slovaquie, le prix de l'immobilier est beaucoup plus élevé et tu n'as pas autant d'attractions que ce que tu peux avoir à Budapest. En termes de tourisme. Voilà. Donc les pays intéressants aujourd'hui, tu vas avoir la Hongrie, Bulgarie. Mais Bulgarie, il faut faire attention où est-ce que tu investis parce que la démographie a tendance à descendre. Sur ça, ce sont des pays où tu peux acheter l'immobilier à des prix au mètre carré assez intéressants. Ouais. Tout à l'heure, on en parlait également. Donc, on parlait d'investissement en bourse, on l'a compris, stratégie ETF, très long terme, etc. On ne va pas revenir là-dessus. Dernier point important qui a été notamment sujet de nos conversations en privé, ça a été toute ta passion pour les passeports, pour le fait de sécuriser, d'avoir des plans dans plusieurs pays. Avant ça, parle-nous un peu de l'expatriation. Quand est-ce que tu prends la décision de quitter la France
Et donne-nous un peu ton retour d'expérience sur l'expatriation. Bah moi en fait, expatriation, à partir du moment où j'ai commencé à générer beaucoup d'argent, si tu veux, avec mes business, et que j'ai vu que j'allais casser comment ça s'appelle, le plafond à l'époque c'était l'auto-entreprise, maintenant ça a changé depuis. Je me suis dit voilà, et là il faut créer une vraie structure, maintenant une boîte, etc. Donc je me suis dit je vais me taper toutes les démarches, le comptable, etc. Et derrière, à l'arrivée, je vais payer 65% d'impôts, plus je ne vais pas me faire respecter. C'est-à-dire qu'on va, on va m'envoyer des lettres de machin, vous n'avez pas réglé le RSI, de machin. Je me suis dit, autant m'installer, maintenant que j'ai la liberté géographique, vu que j'ai des business en ligne, mais mes biens immobiliers également. Les biens immobiliers, de toute façon, tu fais fiscaliser là où tu as tes biens immobiliers. Donc, si tu as des biens immobiliers en France, tu continues à payer des biens immobiliers en France. Juste quand tu es expatrié, c'est différent. Tu as un forfait qui s'applique sur les impôts que tu as sur tes biens immobiliers. Ouais. Donc, la fiscalité est un peu moins intéressante quand tu es expatrié sur tes biens immobiliers que tu détiens en France. Maintenant, pour tout ce qui est business en ligne, forcément, dès que tu quittes la France, à moins d'aller dans des pays à tendance communiste, ça sera toujours plus intéressant. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, autant créer directement mon entreprise à l'étranger. Et puis, je vais me créer une base. Et l'idée, c'était de toujours continuer à voyager. Donc, à l'époque, je suis parti assez rapidement. Je suis allé à Malte pendant quelques années. Ça ne m'a pas spécialement plu. La mentalité qu'il y avait sur l'île. Maintenant, pourquoi est-ce que je suis resté là-bas? Déjà, j'étais pas dans l'endroit où sont tous les expats. Moi, j'étais dans une ville qui s'appelle Boujiba, au nord de l'île, et j'avais un penthouse vue mer. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un style de vie. Tu vois, j'avais un penthouse avec une vue à 180 degrés. Ceux qui ont connu la chaîne YouTube de Pierre à ce moment-là, vous l'avez vu, tu es sur la Voilà, terrasse. alors que tout le monde était à Saint Julian's ou à Slima, etc. Moi, j'étais complètement. Les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Ben, moi, en fait, je suis bien, j'ai mon appart, j'ai ma vue, je peux bosser, je suis focus. Tu vois, je suis bien, j'ai des restos qui sont en bas de chez moi et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, quand tu es sur une île, tu as cette tendance à toujours vouloir voyager. Donc, j'étais à Malte, mais au début, tous les 2-3 mois, je me disais, bon là, je vais me prendre un billet d'avion, allez, je vais faire un tour à Budapest, allez, je vais faire un petit tour à Dubaï, je vais en Thaïlande, tu vois. Et puis, au fur et à mesure, c'était plus tous les 3 mois, c'était tous les 2 mois, tous les mois. Et puis, au bout d'un moment, en fait, si tu veux, à Malte, j'étais quasiment plus parce que j'étais tout le temps en voyage. Parce que, je sais pas, l'énergie qui était là-bas ne me correspondait pas. Et donc, après, je suis parti plus en mode digital nomade, c'est-à-dire de bouger un petit peu tout le temps. Donc j'ai quitté Malte, j'ai rendu l'appartement, etc. Et après j'ai commencé à être un petit peu nomade et voyager un petit peu partout dans le monde, visiter plein de pays, quoi. C'est quoi les pays aujourd'hui justement qui ont attiré ton regard, qui t'ont donné envie de te poser, de passer plusieurs mois, où tu t'es dit ouais ça peut être sympa pour une expatriation? En fait l'idée c'est pas de changer d'appartement toutes les semaines, mais c'est plutôt de faire des voyages de durée assez longue. C'est-à-dire que je vais me mettre dans un endroit, je vais m'y poser par exemple 2-3 mois. Et puis après, hop, je vais changer de pays. Et généralement, après, j'ai des endroits, des rotations. Par exemple, à Budapest, je vais y être peut-être 3 mois par an parce que j'ai des biens immobiliers. Et quand j'y vais, en fait, je fais mon marché, quoi. J'achète mes biens immobiliers. Je vais superviser quelques travaux de rénovation. J'aime bien passer du temps en Asie aussi. Ça me plaît beaucoup. Bon, les pays qui me plaisent bien, moi, c'est Thaïlande. Voilà, c'est pas très original, mais c'est assez sympa. Après, j'ai passé beaucoup de temps aussi en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Pays que j'ai beaucoup aimé, c'est la Colombie. Je trouve que c'est un pays très, très sympa. Très joli. Ouais, très stylé. Non, mais après, les gens vont beaucoup à Medellín, etc. Moi, j'ai bien aimé Bogota. Et puis après, tu as les plages, tu as des trucs sympas. Et aussi, j'étais en Argentine, je suis parti au Chili. Enfin, j'ai beaucoup bougé. Et j'ai fait aussi beaucoup de pays en Europe, notamment la Slovaquie. Enfin, j'étais partout, quoi. J'étais en Ukraine, j'étais en Russie avant la guerre. Avant les problèmes. Non. Beaucoup de gens ont un avis sur Dubaï et ne sont jamais allés à Dubaï. Toi qui n'aimes pas pour autant le côté bling bling, tu as plutôt un avis positif de Dubaï. C'est quoi ton avis sur Dubaï aujourd'hui? Moi déjà, le côté bling bling à Dubaï, je ne le vois pas. En fait, les gens voient le côté bling bling de Dubaï parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont plantés sur TikTok, mais quand tu vas à Dubaï, en fait, les mecs bling bling, en fait, il y en a pas, quoi. Enfin, ils n'existent pas, les influenceurs. Enfin, dans la vraie vie, à Dubaï, tu les vois pas. À Dubaï, tu vois que des mecs qui avaient un business. Par exemple, je sais pas, un mec, il avait un business en Allemagne, il avait un business aux États-Unis. Généralement, le gouvernement a commencé à lui péter les couilles, les taxes, les machins, les trucs. Il me dit, vous me cassez les couilles, je me barre, je vais à Dubaï, 0% d'impôt. Et donc, ce mec-là, il est là-bas pour bosser. Il est avec sa femme, il est avec ses gosses. Et de temps en temps, il va se faire un resto, etc. Donc tu rencontres que des mecs qui sont dans le business, quoi.
Mais bon, les mecs qui sont dans le business, ils sont pas bling-bling à twerker avant l'eau de leur bain, tu vois. C'est pas ça, en fait, c'est pas le profil de Dubaï. Ça, c'est dans la mentalité des gens. Le problème, c'est que nous, en fait, on a exporté, comment dire ça nos meilleurs, notre élite. Ouais, on a envoyé l'élite, nous, à on a Dubaï. exporté quelques centaines de teubés à Dubaï qui font un peu n'importe quoi. Et il n'y a que ça qui est publié un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Et du coup, les gens s'imaginent que Dubaï, c'est ça. Non, Dubaï, c'est pas ça. Dubaï, c'est des mecs qui bossent, qui font du business, qui sont chez eux à bosser H24. Et puis voilà, quoi. Il n'y a pas... Voilà, après, tu as des... je sais pas comment dire, Dubaï, tu as tout, quoi. Tu as des restaurants, tu as des gens qui vont dire c'est artificiel. Mais Paris, c'est quoi? C'est artificiel. Enfin, c'est du béton aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas de la nature. T'es pas dans la montagne quand tu es à Paris. T'es pas dans la jungle. Voilà, donc moi... Pourquoi est-ce que tu n'irais pas vivre à Dubaï? Mais en fait, Dubaï, j'y passe du temps, si tu veux, au quotidien. Moi, j'aime bien cette ville parce que tu rencontres des entrepreneurs, tu as quand même un bon cadre de vie, tu as des restaurants qui sont sympas, etc. Voilà, maintenant, après, moi, dans mon mode de vie, j'aime bien bouger et faire des rotations, quoi, être un petit peu sur différents continents en même temps, quoi. C'est quoi cette passion pour les passeports, mon cher Pierre? En fait, tu te rends vite compte, le jour où tu veux quitter la France, ce qui se passe, c'est que tu regardes un peu les conventions fiscales dans chaque pays, comment faire pour ne plus être résident français. Et tu regardes, tu te rends compte qu'en fait, pour ne plus être résident français, il faut quand même vraiment couper tous tes liens avec la France. Donc, notamment, il ne faut pas que tu aies une femme et des gamins qui aillent en France. Il ne faut pas que tu aies ta résidence principale qui soit en France. Il ne faut pas que tu aies le centre de tes intérêts économiques en France. Il ne faut pas que tu aies... Enfin, tu as beaucoup de choses comme ça. Et en dernière décision, des fois, il y a des conventions entre différents pays. S'ils n'arrivent pas à trancher, c'est le passeport qui tranche. Ouais. Donc voilà. Donc l'ultime bafouille, voilà, c'est de faire sauter le passeport. Ouais, alors pour l'instant, si tu veux, le passeport, moi je collecte des passeports à côté. Le but, c'est pas de renoncer au passeport français, mais je me dis si un jour on en arrive à... Je sais pas, tu peux pas savoir, tu vois ce qui s'est passé avec le Covid, on a été bloqué, etc. Et s'il se passe un truc où tu es mobilisé pour aller faire la guerre, ou si tu es mobilisé, ou si on commence à te dire on va te taxer sur ton passeport, etc., tu as une assurance, au cas où ça arrive, tu as d'autres passeports à côté. C'est le paroxysme de la liberté? Non, mais c'est une assurance. C'est une assurance au cas où un problème international. Tu as d'autres cartes dans ta manche. Mais tu as d'autres cartes, tu es libre en fait, si tu veux, même quand tu veux ouvrir un compte bancaire, tu n'as pas besoin de l'ouvrir avec ton passeport français, tu l'ouvres avec ton autre passeport. Et du coup, on se disait, si tu as un pays qui te prend en grippe, tu as toujours la possibilité d'avoir d'autres cartes dans ta manche. Si tu as un pays qui te prend en grippe, prends l'exemple de Carlos Ghosn. Le mec, il est quand même. T'es bien, tu vois, patron de Renault et tout. Le mec, il est patron aussi de Nissan. Et puis, bon, pour des histoires administratives, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il se retrouve en prison au Japon. Il décide de lui confisquer tous ses passeports. Et le mec, en fait, il a gardé son passeport libanais. Il avait 3 passeports, Carlos Ghosn. Passeport français, passeport brésilien, passeport libanais. Bon, il s'est rendu compte que la justice, ça n'allait pas forcément être le top pour lui au Japon. Bon, il se met dans une malle, il voyage, petit jet privé, hop, et puis il rentre au Liban et il est rentré avec un passeport. Donc le fait d'avoir plusieurs passeports, je veux dire, c'est une assurance. Si jamais, par exemple, ton pays te prend en grippe, ils disent pour X ou Y raison, les impôts, pour X ou Y raison, tu as fait ça, etc. Tu ne pourras pas te faire renouveler ton passeport, tu seras bloqué. C'est-à-dire que tu iras dans une ambassade, tu dis voilà, je veux revenir à mon passeport, ils vont peut-être t'arrêter. Tu vois. Alors qu'à partir du moment où tu as d'autres nationalités, tu peux très bien en fait aller dans une ambassade d'un autre pays dans lequel tu as un passeport pour pouvoir continuer à voyager et pour pouvoir continuer à t'installer autre part. À vivre normalement. Voilà, parce que ton passeport, on peut te bloquer sur ton passeport, on peut ne pas te le renouveler, tu vois. Ou tu peux avoir des problèmes par rapport à ça. Donc c'est vraiment avoir une assurance par rapport au fait qu'un gouvernement ne va pas contrôler tout ce que tu vas faire. Et tu le vois bien, en fait, avec tout ce qui est en train de se passer, il y a eu des QR codes qui ont été mis en place, il y a de grandes chances qu'on passe maintenant à des euros qui vont être numériques sous forme de crypto-euros. On va pouvoir contrôler tout ce qu'on fait. On va peut-être pouvoir te mettre des quotas carbone en te disant tu as pris l'avion, etc. ou tu as fait ça. Donc en fait, il va y avoir de plus en plus de contrôles qui peuvent être mis en place par les gouvernements. Donc le fait de ne pas dépendre que d'un seul gouvernement, ça t'offre plus de liberté. Plus de liberté. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir des passeports, non pas des passeports qui soient forcément ultra puissants et qui te permettent de voyager partout, parce que quand tu as un passeport français, tu peux aller partout, mais plutôt des passeports de pays qui sont un peu sous les radars. Tu vois, tu vas pas prendre
je vais pas prendre un passeport américain par exemple, tu vois, Ouais. où, c'est quand même assez chargé, ou je vais pas prendre un passeport russe, tu vois, parce que ça peut c'est des pays qui sont souvent en conflit, où tu ne prends pas un passeport chinois. Bon, après, je sais pas si tu peux en obtenir un, mais, Je sais tu vois, pas non plus. mais plutôt d'essayer d'avoir des passeports en te faisant naturaliser dans des petits pays qui ne font pas de guerre, qui ne sont pas sur l'échiquier géopolitique, qui sont un petit peu sous les radars. Donc, généralement, comment ça se passe? Tu vas obtenir une carte de résident. Ensuite, tu vas passer du temps dans ce pays, tu vas acheter de l'immobilier, tu vas apprendre la langue du pays, tu vas créer une entreprise là-bas, tu vas embaucher des gens. Et au bout d'un certain nombre d'années, tu vas passer devant un juge et tu vas demander la citoyenneté. Donc, il va te demander est-ce que tu connais la constitution du pays, est-ce que tu connais les us et coutumes, ça fait combien de temps que tu vis là, est-ce que tu t'es intégré, etc. Et ensuite, il va décider de oui ou non te donner la citoyenneté. Et après, tu peux obtenir un passeport. Enfin, il y a plein de façons de le faire. Mais ça te permet d'avoir une backup, quoi. 3 passeports aujourd'hui, 4 passeports. Ah, On là-dessus, ne le dit pas en public. j'ai plusieurs passeports. Mais par contre, On en dit je pas communique, plus. ouais, je communique pas sur les pays où j'ai des passeports et combien j'en ai. Et j'ai aussi beaucoup de cartes de résident parce que le passeport, c'est bien. Mais aussi, ce qui est bien, c'est d'avoir des cartes de résident permanents dans différents pays. Pour que Là, tu par puisses exemple, aller un truc tranquille, sur quoi je peux parler, c'est par exemple en ce moment, je suis en République dominicaine, c'est pour des questions de passeport. Voilà, je l'ai dit ouvertement. Je suis venu faire ici ma résidence permanente. Et en fait, au bout d'un certain nombre d'années où tu as la résidence permanente en République dominicaine, tu peux demander à être naturalisé, à obtenir un passeport de République dominicaine. Typiquement, un petit pays où tu es sur une île, où tu es loin de tout, qui n'est pas en train de s'embrouiller avec tout le monde et qui peut, ça te donne une bonne diversification, quoi. Et puis, c'est pas la République dominicaine qui va venir te chercher si jamais tu t'expatries en Australie, quoi. Ils ne vont pas t'envoyer des tanks, des Exactement. avions, tu vois. On va pas te casser les Tu couilles. vas pas te faire empoisonner, enfin, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Du coup, ça fait partie notamment de ta stratégie de protection de ton argent aussi, tu en parlais tout à l'heure. Des banques en Asie, des banques en Europe centrale, des banques en Amérique du Sud. Et tu me disais en off que la sécurité des banques, ça serait en Asie, selon toi. En fait, la sécurité des banques, c'est plus dans... Vous savez, en fait, les banques, il y a un système de réserve fractionnaire. Donc, généralement, les banques qui sont en Europe et aux États-Unis, ils vont garder très peu de réserves en compte propre et ils vont souvent investir sur les marchés financiers, ce qui fait qu'ils peuvent prendre de très gros risques. Donc, c'est des banques qui ont on appelle ça du leverage, des effets de levier très importants. Donc, quand tu as un effet de levier très important, tu peux perdre rapidement. Donc, il peut y avoir des mouvements de panique, etc. Les banques en Asie, pas toutes, mais généralement, notamment à Singapour, les banques sont beaucoup plus capitalisées et ont des ratios de capitalisation beaucoup plus importants que les banques en Europe. Donc, ils ont beaucoup plus solides. A priori, oui. Maintenant, le risque de zéro n'existe pas. Voilà. Mais tu le vois bien, là, les gens commencent peut-être à en avoir un petit peu plus conscience maintenant, notamment des gens qui avaient de l'argent sur des exchanges crypto, FTX. C'est mort. Tu as des banques américaines qui ont fait faillite, etc. En ce moment, en Europe, tu as la Deutsche Bank qui est exposée. Et le problème de ces banques, ce sont des banques qui sont systémiques. Donc là, tu as les gouvernements, quand une banque comme ça est en difficulté, ils vont mettre de l'argent sur la table en disant on va la sauver. Mais si la confiance se perd et trop de gens veulent retirer leur argent en même temps, le gouvernement, il n'a pas assez de thunes pour couvrir les dépôts. Donc là, tu fais quoi? Tu crois qu'il va se passer quoi? Quand tout le monde aura perdu, entre guillemets, sa thune, ils vont dire, pour les petites gens qui avaient, je sais pas, par exemple, 10 000 euros, on va indemniser. Mais si toi, tu as plus de 100 000 ou 1 million, mais ils vont dire, toi, de toute façon, tu es riche, je vais te faire foutre, quoi. C'est comme à Chypre, les mecs qui avaient plus de 100 000 euros sur leur compte, ils ont tout rasé, quoi. Terminé, à bientôt. De toute façon, tu étais un salaud de riche, donc va te faire foutre. Donc d'où l'important, quand tu commences à avoir du patrimoine, d'avoir différents comptes bancaires dans différents pays, parce que si ça pète à un endroit, tu n'as pas tout là-bas, ok, tu n'es pas en panique. Et d'où l'importance aussi d'avoir pas que de l'argent, mais aussi des assets physiques, comme de l'immobilier. Les amis, mettez en commentaire masterclass si vous avez participé à cette masterclass sur l'indépendance financière. Pierre, merci beaucoup d'être venu partager avec nous tous ces retours d'expérience, ces ouvertures d'esprit. Un des grands trucs, moi, qui me ressort de mes conversations avec Pierre, c'est avoir beaucoup d'argent ne veut pas dire dépenser beaucoup d'argent. Il faut toujours gérer, même quand tu as plus de 3,5 millions de patrimoine. Et c'est en commençant à gérer tôt, en fait, quand tu as peu, que tu sauras gérer quand tu as beaucoup. Moi, j'ai toujours cru que j'apprendrais à t'intelligence financièrement quand j'en aurais. Mais il était trop tard, en fait. Il était beaucoup trop tard. Effectivement, là, cette sécurisation dans le nouveau monde dans lequel on va
Puis ne pas perdre espoir, continuer quand même à croire en demain, continuer à investir, continuer à aller de l'avant pour atteindre nos objectifs financiers, même si à côté le monde se pète la gueule. Il y a un truc qui m'avait vraiment marqué, c'est qu'en Europe, justement là quand j'étais au Portugal, les infos, la crise, le truc, l'inflation, la guerre, le truc, le machin, où effectivement tout le monde se met à stresser. J'arrive ici, les mecs font des investissements, vendent tout sur plan, il y a croissance économique de malade. Et tu te dis, mais en fait, on vit dans deux mondes différents. Mais en fait, non, il y a plein de mondes différents dans lesquels on vit aujourd'hui. Et il faut prendre celui qui nous va bien aussi, tu vois. Ben, ce qui se passe, c'est que tu peux être sûr d'une chose, c'est que dans 20 ans, les riches seront plus riches qu'aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Donc les gens qui disent oui, c'est la crise, oui, et il y aura des crises. Je vous le dis, il y aura des crises de plus en plus violentes. Mais les riches seront plus riches qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, à un moment donné, ils font des choses que les autres ne font pas. Ils investissent, ils ne font pas les fous. Et ils savent saisir les opportunités. Donc c'est soit tu te plains, soit tu mets en place ce qu'il faut pour te mettre à l'abri financièrement, quoi. Rendez-vous dans 20 ans, les amis. Si vous êtes dans 20 ans sur cette vidéo et que vous dites indépendant financièrement, c'est que vous aurez atteint votre objectif. J'espère pas dans 20 ans. J'espère que vous serez indépendant financièrement dans 1 an ou 2, quoi. L'indépendance financière, c'est rapide. C'est après, générer des millions, ça c'est plus long. Mais devenir indépendant financièrement, ça peut se faire rapidement. Les millions cash en patrimoine, moi, c'est mon prochain objectif. Dans 1 ou 2 ans, Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. On se donne rendez-vous, les amis, bientôt sur cette chaîne. Laissez un like, un commentaire. Rendez-vous bien évidemment sur la chaîne de Pierre pour plus de contenu. Et merci d'avoir suivi cet épisode. Ciao tout le monde et à bientôt. Merci Pierre et à bientôt.